Et maintenant, une fois qu'on a condamné, et on va réécouter Emmanuel Macron, Joe Biden, de manière très virulente, ce qui s'est passé en Russie, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, prenons conscience. Prenons conscience que le projet qui nous est présenté par M. Poutine est un projet d'obscurantisme et un projet que nous ne pouvons pas accepter. Alors, écoutons ce que nous dit M. Poutine en faisant assassiner, possiblement, je n'en sais rien, M. Navalny. Écoutons de l'autre côté ce que dit Donald Trump en disant « je ne vous défendrai plus ». Alors, nous sommes au moment du sursaut. Nous l'aurons ou nous ne l'aurons pas, mais si dans 2 ou 3 ans, eh bien, la situation s'est effondrée pour nous, ce sera dû à notre incapacité à comprendre ce qui se passait dans le monde, à comprendre que si nous ne levons pas, nous Européens, nous ne prenons pas nous-mêmes les moyens d'assurer notre propre défense, eh bien, nous tomberons très probablement sous le projet obscurantisme que nous propose le président Poutine. Est-ce qu'on en a les moyens quand on regarde l'accord bilatéral de sécurité qui a été signé avec Volodymyr Zelensky hier, les 3 milliards d'aides militaires annoncées, on nous parle d'un effort, d'un appui militaire inédit de la France et de l'Allemagne, mais est-ce que c'est ça la riposte ? Est-ce que c'est suffisant ? Alors non, c'est totalement insuffisant. Mais il faut bien commencer par quelque chose, si vous voulez. Il faut bien commencer par quelque chose. On part de pas grand-chose et on part. Ce qui est quand même assez rassurant, si vous voulez, c'est que pour la première fois, quasiment depuis le début de la guerre, on a 3 grands pays européens, la Grande-Bretagne, qui fait partie de l'Europe, naturellement, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, qui expriment des choses et un même effort à peu près avec les mêmes mots, alors que si on est dans cette situation en Ukraine, c'est que depuis 2 ans, on a été incapable de s'entendre sur un objectif. Donc c'est insuffisant, mais c'est déjà un premier pas. Il faut aller beaucoup plus loin. Alors ça a été dit, on a une urgence maintenant. Le problème, c'est que ce qui se fait là n'est pas véritablement capable de pourvoir aux nécessités du court terme. Il fallait le faire. Je crois que ce qu'il faut faire, on sait bien que les dictateurs ne s'arrêtent que devant la force et la manifestation de la volonté. Et donc, si l'Europe se lève et dit « on ira jusqu'au bout », c'est quand même de nature à faire réfléchir M. Poutine. C'est-à-dire que, d'ailleurs, au-delà de ces mesures, il faut prendre des mesures en France même. Dire « nous n'acceptons pas ce modèle-là ». Moi, je prône très simplement le rétablissement du service national maintenant, pour dire « nous nous défendrons ». Nous défendrons. Moi, je prône l'ouverture d'un grand emprunt de défense ou même d'un impôt de défense, exactement comme l'a fait Roosevelt en 1941. Ça va coûter de l'argent si on rétablit le service militaire. Ça va coûter de l'argent. Madame, vous préférez votre liberté ou l'argent? Freedom is not free, disent les Américains. Ah, mais ce n'est pas moi qui tire les cordons de la bourse. Freedom is not free. La liberté, ça se paie, mais il faut la payer maintenant. Et si on paye maintenant, on payera beaucoup moins cher que dans 10 ans. Peut-être que nos rafales aussi, il faut les prêter, il faut les donner à l'Ukraine et être sérieux sur la volonté de ne pas accepter ce projet poutinien sur le monde. Donc il faut le montrer et prendre des mesures très fortes, parce que le rétablissement du service national, je vais recevoir des tas de SMS qui me diront que je suis fou. Eh bien, tant pis. Le rétablissement de ce service national est un signe fort. Je dois vous rappeler, pardon, vous le savez, je ne vous le rappelle pas, madame, mais que le concept de défense de la France pendant la guerre froide, c'était 2 choses. C'était la bombe atomique et la conscription. Et on avait établi un lien théorique fort entre le fait d'amener des citoyens français non volontaires au combat et d'avoir la bombe nucléaire. Et c'est ce lien-là qui était fait et qui a été supposé, dans le concept de défense de la France, montrer aux dirigeants soviétiques à l'époque que, quoi qu'il arrive, nous ne baisserions pas les bras. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près dans des conditions qui sont similaires. Eh bien, il faut à nouveau prendre des mesures fortes et expliquer aux soldats, expliquer aux Français que le risque est grave. Moi, je vais souvent en province aujourd'hui et je me rends compte que quand vous êtes au fin fond de la province française, même sans aller dans les toutes petites villes, les gens ne comprennent pas ce qui se passe vraiment, alors que c'est leur propre liberté dans les différentes provinces françaises qui est assez directement menacée. Alors peut-être quand même que les mots d'Emmanuel Macron vont susciter en tout cas un réveil, ne serait-ce que dans l'opinion publique. Il a été très dur hier soir en disant que la Russie menaçait nos intérêts. La Russie est rentrée dans une nouvelle phase. Et nous devons être lucides sur ce sujet. Une phase d'agression à l'égard des pays européens par des actions de désinformation mais aussi d'attaques cyber, à une échelle et avec des franchissements de seuil qui en changent la nature, et de durcissement dans son pays, à quelques semaines d'une échéance électorale, où au fond, une forme d'impunité s'est installée. Tuer un opposant, ils le font. Interdire les autres candidats, ils le font.
Au-delà des mots, Bernabli, quelle riposte? Ce qui est intéressant avec ce type de condamnation très forte et univoque, très claire, c'est que malgré tout, elle s'inscrit dans un contexte international particulier et qui vient affaiblir ce type de posture et de discours, malheureusement, je dirais presque, dans la mesure où, naturellement, la condamnation du régime russe va de soi. Mais, encore une fois, lorsque nous avons cette succession de prises de position par Emmanuel Macron ou Joe Biden, à l'égard ou à l'encontre de Vladimir Poutine et contre le comportement criminel de la Russie en Ukraine et contre les opposants à la figure même de Poutine. Parallèlement, vous avez un monde interconnecté qui ne vit pas qu'à travers cette guerre et qui vit notamment à travers un autre événement extrêmement important qui est la guerre à Gaza, où précisément vous avez un risque de génocide reconnu comme tel par la Cour internationale de justice et à l'égard duquel précisément nous rayonnons, nous brillons par notre passivité, malgré, encore une fois, les alertes onusiennes, les alertes de la Cour internationale de justice. En quoi il y a un lien avec ce type de discours? C'est la question de la crédibilité. La question de la crédibilité internationale, ce n'est pas que les moyens, et vous avez raison de rappeler naturellement qu'il faut avoir les moyens de ces discours, mais c'est aussi une question de réception du discours. Ce discours d'Emmanuel Macron, franchement, au-delà de l'Hexagone, il est perçu, entendu, avec au mieux un sourire en coin. Il a parlé d'impunité. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'impunité à l'échelle internationale, on pense plutôt au comportement de l'armée israélienne à Gaza, où précisément, encore une fois, les crimes internationaux sont quotidiens. Il y a plus de 30 000 morts, dont deux tiers de femmes et d'enfants, sans qu'il n'y ait de réaction, vous avez parlé de réaction politique, de la part des puissances occidentales qui tiennent un discours très fort et légitime à l'égard de Vladimir Poutine, mais qui contraste tellement fortement avec celui qui est tenu à l'égard de Benyamin Netanyahou, parce que c'est un allié, que nous devenons inaudibles. Vous faites le parallèle avec la guerre en Israël, et là, Christian Maigrelis pourra sûrement aller dans mon sens, mais il y a eu beaucoup d'opposants qui sont morts. Anna Politkovskaya, on a toute une liste dont on va d'ailleurs parler dans un instant, et il ne s'est rien passé. Est-ce que finalement, personne n'est dupe de la réaction des Occidentaux? Il y a beaucoup de mots, beaucoup de menaces, mais derrière, qui osera monter le ton de la riposte face à Poutine? On le fait déjà. Ce que je peux dire, c'est qu'au Kremlin, tout propos venant de France ou d'Angleterre n'est pas crédible. Celui de l'Allemagne, peut-être. C'est le seul. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne a un prestige en Russie qui est inimaginable. Et quand il s'agit de Joe Biden, on peut l'entendre, qui lui a clairement accusé Vladimir Poutine d'être responsable de la mort de Navalny. Écoutons-le. Je pense qu'il est vrai qu'il est mort, mais les Russes raconteront leur propre histoire sur la manière dont il est mort. Ne vous y trompez pas. Poutine est responsable de la mort de Navalny. Poutine est responsable. Ce qui est arrivé à Navalny, c'est encore une preuve de la brutalité de Poutine. Personne ne doit être dupe, ni en Russie, ni où que ce soit dans le monde. Poutine cible non seulement des citoyens d'autres pays, comme on le voit en Ukraine, il commet aussi des crimes terribles contre son propre peuple. Il y a des gens de par le monde, des Russes de par le monde, qui pleurent aujourd'hui la mort de Navalny, car il était tant de choses que Poutine n'est pas. Ça peut faire peur à Poutine, Sylvie Berman. Bon, je vous vois rire, Christian Maigrelis. Non, bien sûr que non. D'autant plus qu'on a multiplié les sanctions, que beaucoup n'ont pas d'effet, en particulier sur le complexe militaro-industriel, puisque même les experts du Pentagone disent aujourd'hui qu'il y a une production exponentielle des munitions, des chars en Russie. Et donc, je ne sais pas très bien ce qu'on va trouver comme sanctions supplémentaires qui auraient le moindre effet. Ensuite, quand on parle, alors je ne sais pas s'il faut parler de relativisme ou pas, on se souvient de l'affaire Khashoggi, où Joe Biden avait dit que le MBS, le prince héritier, serait un paria à jamais, qu'il ne lui serrerait pas la main, qu'il n'irait pas le rencontrer. Le journaliste a été quand même découpé. Et il a été découpé, absolument, dans un consulat saoudien en Turquie. Eh bien, quelque temps après, Joe Biden
Biden y est allé parce qu'il voulait obtenir une augmentation de la production, ce qu'il n'a d'ailleurs même pas obtenu. Donc ça a été en plus une humiliation pour lui. Donc je pense c'est terrible ce que vous rappelez, Sylvie Bermann. Je pense qu'on oublie très vite. Par ailleurs, en ce qui concerne Navalny, dont Poutine est responsable de la mort, bien évidemment, parce que la condamnation à 19 ans et puis l'envoi dans une colonie pénitentiaire au-delà dans la région arctique et en plus privé de médicaments alors qu'il souffrait des conséquences de son empoisonnement, c'était déjà une condamnation à mort dont la date n'était pas connue. Mais les Ukrainiens ne se sont pas beaucoup exprimés là-dessus parce qu'il y avait une fiche de recherche contre Navalny qui avait approuvé l'annexion de la Crimée et avait même dit que s'il était élu, il ne rendrait pas la Crimée. Donc il n'y a pas eu de déclaration, en tout cas, du gouvernement ukrainien sur ce sujet. Il nous reste 30 secondes. Juste 2 secondes pour rappeler aussi qu'on a été les premiers à recevoir MBS, c'est-à-dire le prince héritier, après l'assassinat du journaliste Khashoggi. Et que là aussi, vous voyez, on revient sur la question de la crédibilité internationale de notre parole et de nos discours. Général. Je voudrais juste réagir un tout petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je ne peux pas laisser dire ici qu'un certain nombre de pays européens ne se sont pas élevés et ont condamné, et moi je le condamne personnellement, c'est pas grave, la façon dont Israël conduit sa guerre à Gaza. La France l'a condamné, l'Allemagne l'a condamné, la Grande-Bretagne l'a condamné. On parlait de riposte. Je continue. On continue à fournir des armes. Très rapidement, parce qu'il faut qu'on avance. Pas les Européens. Là, les États-Unis, et la grande faute des États-Unis, c'est qu'effectivement, à la fois Biden condamne et en même temps il continue à laisser les Israéliens bombarder avec des armes américaines des Gazaouis. Mais on ne peut pas dire... La France ne fournit pas d'armes. La France, vous pouvez peut-être me prouver le contraire, mais en tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, notre ministre des Affaires étrangères et le Scholz et le Sunak, Rishi Sunak ont condamné fermement cette affaire-là. Donc on ne peut pas dire, nous sommes accusés de ne pas de mesure, c'était vrai au début. Je pense que nous avons... C'est un autre sujet. Entendu. Il faut qu'on parte à Moscou. Il faut qu'on parte à Moscou. La Cour internationale de justice.